Donc moi, je vais vous parler de la recherche infirmière et paramédicale. Je fais un peu l'histoire, en fait, comment ça s'est construit au CHU de Bordeaux et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et comment on peut accompagner des recherches infirmières et paramédicales. Donc la genèse, eh bien, en 2009, vous savez, c'est le LMD, formation qui passe, donc la formation des instituts de formation infirmière paramédicale. Donc, il dit LMD, dit recherche. Et à l'époque, Roselyne Bachelot lance le premier PHRI, programme hospitalier de recherche infirmière. Ce qui était génial, c'est que jusque-là, si on voulait faire des recherches d'ampleur, eh ben, il fallait s'inscrire dans un PHRC, ce qui m'est arrivé. Et donc, on prenait le nom d'un médecin et on pouvait faire des recherches comme ça. Donc là, moi, c'est vrai que 2009, c'est une date très importante parce qu'enfin, on peut faire de la recherche et c'est en train de s'implémenter. Donc moi, je prends en 2009, on me demande de m'occuper de la recherche au CHU de Bordeaux et en même temps, je suis cadre supérieur de Pôle. Donc je lance le truc avec un beau recherche en soins qui va continuer, vous allez voir après. Et donc moi, c'est en 2014 que je suis complètement détachée pour faire de la recherche. Je vous enregistre si ça vous dérange pas. Je suis allé ramasser quelques paramètres. Pas de souci. Comme ça, on va pouvoir leur envoyer. C'est intéressant. C'est en cours, David, déjà l'enregistrement, j'avais vérifié au début. Ah super, super, déjà interrompu la présentation. Donc en 2014, je suis complètement détachée pour m'occuper de la recherche, ce qui a changé la donne, parce qu'avant j'étais également cadre supérieur du pôle de spécialité chirurgicale. Voilà, du coup, je m'occupe que de ça maintenant. Pas que ça, parce que je suis notamment co-responsable de la formation des infirmières en pratique avancée. Je suis maître de conférence à souci temporaire à l'université. Donc voilà, donc en même temps, on avance dans le temps et il y avait en même temps en 2014 un autre groupe qui s'était constitué pour de la recherche qualitative et il demandait à ce qu'on puisse se regrouper et donc on crée un seul, suite au projet d'établissement, on crée une unité de recherche et d'innovation en soins et en sciences humaines en 2017 et donc avec un temps dédié de sciences humaines, c'est une anthropologue de la santé qui a 30% de son temps pour venir accompagner des projets de recherche plus qualitatifs. Voilà. Et donc là, on a fait nos 10 ans d'accompagnement de la recherche. Et donc, on continue. En gros, on est composé comment? C'est dans le groupe de l'URICH, de l'unité de recherche en soins et en sciences humaines. Il n'y a que moi qui suis vraiment attachée, plus l'anthropologue à 30%. Mais en fait, on est quand même un groupe des gens qui viennent nous soutenir, des cadres, des infirmiers, des kinés, des manip radio, etc. Du milieu tant clinique que académique. On peut avoir des formateurs d'instituts ou des personnels qui sont, par exemple, école d'IA, école de QR, etc. Donc, on forme un groupe pluridisciplinaire avec l'anthropologue, on a aussi notre psychologue et on a un médecin de l'UMES qui est présent, c'est-à-dire l'unité d'accompagnement, comment dire, c'est l'unité de tous les projets qui sont accompagnés pour tout ce qui est médico-économique, pour les projets d'organisation des soins. Il y a l'USMR, que vous connaissez, unité de soutien méthodologique, mais nous, on a quelqu'un qui est un médecin qui vient nous aider, qui est plutôt côté organisation des soins. Donc, dans ce groupe, dans l'URICH, on a 5 commissions. On a une commission qui est l'accompagnement. Donc, on est en train, par exemple, on vient de faire un film, c'est quoi la recherche paramédicale, qu'on pourra diffuser. Là, on est en train de faire un support, c'est je veux répondre à une lettre d'intention. Comment je m'y prends? C'est quoi une lettre d'intention? C'est quoi tous ces chapitres de la lettre d'intention? Donc, on donne des outils pour aider la personne. On a un groupe communication pour dispenser toutes ces choses-là. On existe, venez nous voir, on peut vous accompagner. On a un sous-groupe éthique et juridique pour qu'on mette au courant justement comment ça se passe la recherche. C'est pas n'importe quoi, il y a des lois, il y a une législation. On fait former les futurs chercheurs paramédicaux aux bonnes pratiques cliniques. Ensuite, on a un groupe financement valorisation parce qu'on publie, donc on essaie de regarder nos points SIGAPS, nos points SIGRAC aussi, pour dire que nous aussi, on produit des choses. Et puis, on fait aussi de la recherche. Moi, je fais de la recherche et l'anthropologue, elle fait de la recherche aussi. Donc, en fait, nos missions, c'est d'accompagner les équipes paramédicales, donc les paramédicaux en phase de la recherche. Donc, on fait des consultations méthodologiques, on regarde et surtout, on va regarder en fait où en est la personne, de quoi elle a besoin, parce qu'on ne va pas écrire à la place des gens. Donc, en fonction de leur niveau, on peut proposer des formations. Vous allez voir, initiation à la recherche, des formations au niveau de l'université. Donc, on a un DU recherche infirmière et paramédicale qui est accroché à l'ISPED. Donc, on va envoyer les personnes plutôt se former. Et moi, j'ai un financement tous les ans de formation. C'est mon budget. Et je le donne aux personnes qui sont engagées, qui ont envie de faire quelque chose. Et donc, on priorise ces personnes. Donc, de n'importe quel pôle, moi, je choisis les personnes en fonction de leur motivation. On a en plus créé plusieurs autres formations qui sont la lecture critique d'artistes scientifiques. Donc, tous les ans, on fait un atelier avec une quinzaine de personnes
pour apprendre à comment lire un article pour après qu'il soit un peu plus outillé. Et là, l'année dernière, on a créé un atelier d'écriture parce que c'est pas ça, même quand on a un financement, on fait sa recherche, on est très content. Mais la publication, c'est gros problème parce qu'en fait, on n'a pas de temps dédié. Les gens, ils sont dans leur quotidien, on voit bien, vous êtes très occupés. Donc, on a fait l'atelier. Finalement, on est très content parce que sur 7 personnes, on a publié 5 articles. Et là, on est en train de publier notre 6e article va sortir dans pas longtemps. Mais c'est parce qu'on les voit régulièrement que, voilà, donc on fait avec l'aide de Rachid Sami qui vient reviewer des articles. On se fait aider de personnes, comme nous avons des médecins qui ont l'habitude de publier, donc qui font un peu le reviewing, en fait. Voilà, ensuite, on aide à la recherche du financement parce qu'il y a le PHAP, ça c'est le Graal, on va dire. C'est le budget le plus important qu'on peut avoir, enfin, pour ce qui nous concerne. Mais il y a d'autres appels à projets, il y a aussi des fondations, il y a aussi des sociétés savantes. Donc, on essaie d'aller chercher le financement qui pourrait aider ces personnes. Après, on soutient aussi au développement d'innovation. Ça nous est arrivé de faire breveter des innovations. Il y a des fois des équipes qui font des trucs super, sauf que ça reste invisible, pas transparent, mais donc on leur fait protéger. Là, par exemple, il y a une équipe qui a fait un super jeu pour permettre les parents de comprendre les 1000 premiers jours sur des très jeunes parents. Donc, comme de jeu, c'est super. Donc, on va essayer de faire protéger. Voilà. Ensuite, c'est construire bien sûr son réseau scientifique parce que, comme vous l'avez vu, donc on est accroché avec tout ce qui est structure support au CHU, mais pas que. Si on est sur de la recherche, par exemple, nous, on est sur un projet de recherche médico-économique, des IPA. Ben là, on va se faire aider d'un économiste de la santé qui est à l'ISPED. Il faut connaître tout ce réseau et donc on essaie pour chaque projet d'aller voir les personnes les plus importantes pour le projet en question. Et puis, bien sûr, c'est valoriser les travaux, et donc c'est les publications, mais c'est pas que les publications, c'est aussi d'amener des professionnels paramédicaux à des congrès. L'année dernière, par exemple, il y a 2 infirmières qui ont fait une recherche financée, elles ont publié. Et ben, on est allé à Ottawa pour un grand congrès des infirmiers. Donc, elles sont venues à Ottawa, elles étaient super contentes. Ça les a beaucoup valorisées. Ça va? Je sais d'aller parce que je sais que vous êtes. Non, c'est très bien. Donc, en gros, vous avez. On ne peut pas inciter les infirmiers à faire de la recherche si on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, Ben, c'est ça. pour nous, c'est hyper pertinent. On est là. Du coup, vous avez une idée. Donc, vous avez un mail générique qui est urich@chu-fr, mon mail. Donc, en fait, on va vous recevoir pour comprendre votre question que vous posez. Et donc, on va essayer de suivre en fonction de l'investigateur. Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est au normal? J'ai vu quelqu'un, j'ai dit non, mais inscris-toi à la formation et on va t'aider pendant la formation parce que la formation, c'est très pragmatique. Que ce soit la formation initiation à la recherche ou le DU, on part de la question que se pose la personne et on va l'aider à poser sa question de recherche, c'est-à-dire revue de littérature, synthèse des écrits, soit aller plus loin pour la méthode et après, on va aller chercher les structures support. Donc on suit tous les professionnels de façon singulière, en fait, on va dire, et on met un accompagnement personnalisé. On va chercher dans notre groupe, il y a toujours des experts. Par exemple, là, il y a un projet de réanimation. Il y a quelqu'un de la réanimation qui l'a lu et elle est très experte parce qu'elle connaît le milieu de la réanimation. Donc, moi, je ne suis pas expert dans tous les domaines, donc je vais chercher dans le groupe les experts. Non, tu ne veux pas le lire pour vous donner tes compétences cliniques. Ça se passe comme ça. Donc, on fait beaucoup de lectures. Ensuite, on a des référents, comme je disais, méthodologiques, donc de l'USMR ou de l'UMES, mais pas que, parce qu'en fonction, on peut demander à des experts d'autres zones de venir nous aider. On met des outils d'aide méthodologique à disposition et puis surtout les formations. Donc voilà, comme je disais, il y a plusieurs formations. La formalisation d'une question de recherche, formation à l'écriture d'une justification scientifique. C'est pas évident quand on ne sait pas faire. Donc c'est à partir quand on est plus outillé dans la lecture d'articles scientifiques, on va voir comment se fait le rationnel, par exemple. Du coup, ça les aide. On va aider à l'élaboration d'un schéma d'étude. On va aider à la rédaction du protocole. C'est là, par exemple, on dépose 9 projets de recherche entre l'appel d'offres interne et l'appel du GIR-CISO. 9 projets, donc là, on est très occupé. Et puis, comme je disais, on est sur la valorisation. Ça va? Voilà, donc les formations. Première formation, c'est avec l'IMS Academy, l'initiation à la méthode de recherche. Donc là, en fait, l'idée, c'est de partir de l'étonnement de départ à la question de recherche. Donc là, on va surtout leur apprendre à faire la justification scientifique, aller sur les moteurs de recherche. Ensuite, formation, on ne voit pas super bien, je suis désolée. Ensuite, c'est l'initiation à l'écriture d'articles scientifiques. C'est quand quelqu'un a fini sa recherche. Et bien là, comme je disais, c'est quelque chose qui est au CHU, il n'y a pas de frais, ça ne coûte rien, c'est du temps qu'on dégage. Et on va accompagner sur plusieurs séances
avec un groupe. Toutes les personnes qui sont en train d'écrire un article se retrouvent. On fait venir quelqu'un d'expert qui est un reviewer, qui a l'habitude de reviewer des articles, et on va faire une étape pour l'introduction, comment se fait l'introduction, on va reviewer l'introduction et on les fait cheminer en fonction de l'évolution de l'article. Et enfin, il y a quelqu'un qui va reviewer tout l'article et après on suit les personnes jusqu'à la publication et on ne les lâche pas. Donc ça prend du temps. Voilà, donc ensuite, dans les formations, c'est l'atelier, c'est aussi le DU recherche. Donc ça, c'est avec l'ISPED. Ça, c'est pareil, c'est le financement que je négocie tous les ans. Donc ça c'est un regroupement de 3 jours, avec un rendu chaque fois à faire. C'est-à-dire, le premier rendu, c'est le contexte, la question de départ. Deuxième rendu, la justification scientifique, la revue de littérature, montrer qu'on sait faire. Troisième rendu, c'est comment, objectif principal, critère de jugement, quelle méthode je choisis pour répondre à ma question. Et dernier regroupement, c'est le protocole complet qu'on leur demande. Du coup, après, nous, c'est avec l'ISPED, c'est notre 11e promotion cette année. On a fait un bilan des 10 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'on a formé plus de 170 personnes, pas que de Bordeaux, de toute la France, en fait, même les Dom-Tom. Et en fait, globalement, il y en a plein qui ont obtenu des financements. En tout cas, ils ont répondu. Il y en a qui ont fait des articles, il y en a qui ont publié des bouquins. Et en fait, du coup, il y en a quelques-uns qui ont continué en master et en doctorat. Donc, c'est vraiment chouette. On est très fiers de ce DU parce que c'est finalement le seul qui est resté. Parce qu'après, quand on est passé en formation master, tu vois, les gens se disent, oh, un DU. Et puis, on sait que c'est une reconnaissance local. Mais quand même, ça outille pour aller plus loin. L'idée, c'est pas de faire de la recherche à la place des gens. C'est pas qu'ils prennent. Que quelqu'un écrive à leur place. C'est vraiment de construire ça parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait de la recherche, il va avoir des meilleures pratiques parce qu'il va toujours être à jour de ses connaissances. Donc là, aujourd'hui, on voit que souvent c'est obsolète parce qu'en fait, on n'est que dans du passage d'information à la tradition orale, alors que on doit se poser sur la littérature. Alors, je vous ai dit quelques exemples de projets. Alors, ça, c'est des projets du CHU de Bordeaux. Et Mamie, c'est un projet de manipulateur radio. Donc, il a fait un essai randomisé de type épreuve de concept. C'est monocentré, sans blessure, de supériorité, comprenant 2 stratégies de suivi des patients embolisés pour rupture d'anévrisme cérébral à risque de syndrome de stress post-traumatique. Pourquoi? Parce que les manip radio, c'était les seules personnes qui finalement voyaient les patients après un AVC et pour un contrôle pour un contrôle d'imagerie. Et ils se rendaient compte que ces patients, ils allaient très très mal en fait. Et le médecin radiologue, en fait, lui faisait le compte rendu derrière, mais il ne voyait pas le patient. Et donc, ils ont dit, ce patient, franchement, ils vont très, très mal. Ils ont perçu ça. Et ils ont mis en évidence qu'effectivement, il y avait du stress post-traumatique et qu'il fallait vraiment les orienter vers un psychologue, un psychiatre qui ait cette prise en charge. Voilà, c'est un des projets. Des Extep, c'est un projet qui montre l'impact du positionnement des dosimètres extrémités pour le step scan. C'est-à-dire qu'il s'est posé la question, est-ce que le dosimètre d'extrémité, il faut le mettre à la première phalange ou à la dernière phalange pour avoir vraiment une dosimétrie efficace. Et ils sont aperçus qu'entre les 2 zones, il y a une double de dose en fait. Donc voilà, donc après, ça veut dire qu'après, c'est la prévention des professionnels qui vont manipuler ces produits qui sont très radioactifs. Des projets inflammés, le projet SAVAC, c'est l'étude des freins et facteurs à l'utilisation de plateformes en réseau cancer du sein pour les femmes qui ont un cancer du sein à l'Aquitaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe plein de choses, la IETP, mais finalement, ça sert à quelque chose. Et là, on a regardé si c'est une plateforme en réseau cancer du sein, si grâce à cette plateforme, les femmes pouvaient avoir des données, des renseignements pour mieux gérer leur pathologie, mieux gérer, ils vont avoir des rayons, qu'est-ce que je dois faire pour mes rayons, j'ai besoin d'avoir des drainages lymphatique au niveau droit, comment je dois faire. Et ce qu'on a montré, c'est que, ouais, c'est bien, mais ça ne doit pas être que le seul outil. Ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 1 mois, il y a un décrochage, en fait. Ils ne vont plus voir. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ça va d'être qu'avec du réseau, pas les patients qui sont cancer du sein. Donc, en fait, il faut donner, c'est un outil qui peut être utile, mais pas que. Donc, c'est intéressant de se dire, comme la IETP, je pense qu'il y a de la recherche à faire en IETP. Après, le projet RIP AOD, c'est l'impact du suivi de l'information donnée aux patients sur la compréhension de leur maladie et l'expérience médicamentelle chez les patients sous anticoagulants oraux directs dans le service de cardiologie. Donc ça, c'est très important parce que vous savez qu'il n'y a pas de suivi biologique pour ce type de prescription. Et donc, comment on fait pour que le patient adhère au traitement et finalement prenne bien son traitement. Donc ça, c'est en cours d'analyse. Le projet Mobile Stress, c'est une étude pilote exploratoire de l'état psychophysiologique et des profils répondeurs aux recherches chez les professionnels de santé
mobilisé. En fait, en gros, c'était dans le cadre du Covid, toutes les infirmières qui ont été mobilisées, des mobilités non choisies, qui étaient déplacées chirurgie enfermée, pas de réanimation. Et donc, on a étudié avec l'équipe de STAPS qui ont l'habitude de travailler sur les grands sportifs, par la fréquence de la variabilité et de la fréquence cardiaque, en fait, le stress généré chez ces infirmières qui est très important. Et ça amène à avoir des discussions maintenant avec les DRH pour dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un impact très important chez ces professionnels qu'on envoie, qu'on fait mobiliser, qu'on déplace sans arrêt et que ça met dans l'inconfort tout le monde et ça stresse tout le monde. Et ça stresse aussi, ce qu'on n'a pas fait, c'est que ça stresse également les infirmières de réanimation qui recevaient ces infirmières parce que finalement, elles ne leur donnaient pas de patients en fait. Elles les mettaient dans le couloir pour les aider parce que elles ne connaissaient pas les soins qu'il y avait à faire dans ce type de service. Alors, des projets qui ont été financés aussi, vous sachez, en kinésithérapie, vous avez le projet de Neuromi, c'est l'intérêt de l'insufflateur-exsufflateur mécanique dans la prévention de l'insuffisance respiratoire aiguë en post-extubation des patients porteurs d'une myocardiopathie en réanimation. Les projets sont finis, sont publiés. Le projet de Thomas Regino, autre kiné, qui lui vient de finir ce projet, il en enclenche un autre, c'est la comparaison de l'impact de 3 programmes de renforcement musculaire et respiratoire sur la mesure de la force musculaire chez les patients intubés ventilés en réanimation en situation de sevrage ventilatoire difficile. Donc, lui, c'est vraiment intéressé à l'impact de la rééducation finalement du kiné pour réussir l'extubation. Le projet de Thomas Galis, qui est le sevrage de la trachéotomie décannulation chez les patients cérébrolésés. Très beau, enfin, c'est partie des 2 très beaux projets que j'ai vus. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis appelée par le cadre de santé qui me dit on a un projet, vous pouvez venir nous voir. Donc, je m'attends à voir la cadre et l'infirmier et le kiné. Et là, je me retrouve dans une salle comme vous. Tout le monde était là. Et en fait, ils ont porté tout ce projet tout le temps. Et en fait, ils voulaient voir si finalement, il ne fallait pas, chez les parents et les patients qui allaient avoir une neurochirurgie, s'il ne fallait pas d'emblée leur faire une trachéo, parce qu'on sait que les conséquences de l'extubation, c'est souvent difficile, ça entraîne beaucoup d'autres choses. Et en fait, ensuite, Thomas Galis, il est parti en thèse, il a fait sa recherche, voilà, ça est porté par toute l'équipe. Anne Freinet, elle est aussi kinésithérapeute. Elle travaille sur l'effet du kinésithérapie, sur le taux de réintubation chez les patients à haut risque d'échec et d'extubation. Donc, son projet est en cours, ce n'est pas fini. Alors, les derniers projets financés, vous avez un projet d'Oriane Boussière, qui est une infirmière qui est en train de créer et valider une échelle d'évaluation de l'état de la qualité buccale des patients oraux intubés en réanimation. Ça n'existe pas. Elle a fait tout un état de l'art de tous les outils qui existent d'évaluation de l'état de la bouche et il y a un impact très important. Donc, c'est une étude de construction d'un outil, c'est par une méthode qui s'appelle COSMIN, c'est revue de littérature, recherche du consensus d'experts, donc ça va durer longtemps. Mais cette infirmière, elle a déposé son projet 2 fois au PHIP, 2 fois à la OI, elle a été tenace, on l'a accompagnée. Donc, elle a eu un gros financement, ce qui fait qu'elle est détachée une journée et demie par semaine pendant 4 ans. Donc, voilà, donc ça valorise aussi cette infirmière. Olivier Toquin, c'est aussi un infirmier qui était en réanimation, il est en train de faire l'école des cadres aujourd'hui. Et lui, c'est l'apport de l'indice de gravité simplifié 2e génération dans la prédiction d'escar chez les patients hospitalisés en service de médecine intensive. Lui se dit que c'est un facteur, que quand on fait ce facteur qui est fait en réanimation, que finalement on pourrait l'utiliser pour dire, OK, sur le patient, il y a un risque d'escar plus important. Donc, il va regarder ça. Donc, c'est la prochaine débat. Mais comme il est à l'école des cadres, ça décale un peu. Et le projet de Laurent Mathieu, c'est l'identification des critères de surveillance des circulations extracorporelles d'assistance cardio-respiratoire utilisables en pratique courante. Et lui, c'est un perfusionniste, en fait. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup appris. En fait, c'est eux qui font le choix finalement, du dispositif. Quel matériel est plus efficace que lui? Au début, il était sur la coagulation. Après, il était sur plutôt des facteurs avec des bulles d'air qui se mettaient dans le dispositif. À quel moment on prend la décision de changer? Et vraiment, les infirmiers perfusionnistes, ils ont un rôle très, très important. Donc, c'est chouette. Il va partir en thèse, d'ailleurs, cet infirmier. Alors, je vous ai mis quelques exemples qui ont été financés de PHALP en France, plutôt en lien avec vos questions, enfin vos problématiques de violence. Il y a eu un projet sur l'analgésie avec du Méopa, dans l'ordre de poste de sang néogastrique chez les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Un autre projet qui a été financé, c'est 2 méthodes de fixation de la sonde d'intubation, c'est plutôt réanimation, bande adhésive, ou ça peut être aussi aux urgences, élastique, version du cordon dans une gaine plastique. Voilà.
Un autre qui est l'identification des processus de catégorisation sociale lors de l'accueil des patients infirmiers, organisation d'accueil lors de son activité de triage au sein des urgences, impact sur la prise en charge du patient. Et puis aussi l'efficacité de la prophylaxie de syndrome post-ponction lombaire par une hydratation orale, étude contrôlée randomisée multicentrique, et validation d'une échelle française de triage aux urgences pédiatriques. Donc, il y en a sûrement d'autres, mais là, je vais le voir rapidement parce que j'ai un fichier Excel avec tous les projets. Mais comme ce n'est pas classé par urgence, du coup, il fallait que. Voilà. Voilà. Donc, en fait, vous avez beaucoup de questions que vous pourriez développer aux urgences. Voilà, après, c'est long à monter. C'est comme. Voilà, c'est très sélectif. Moi, je suis au comité de sélection des PHAP. C'est très sélectif. Sur 120 dossiers, il y en aura 25, 30 maximum qui seront reçus. Mais bon, on peut rôle quantitatif. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez faire de la recherche, si vos équipes veulent, voilà, il y a une structure d'accompagnement. Et en fait, ça prend du temps. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est le temps qui est un frein pour tout le monde. Mais moi, ce que je constate, c'est que les équipes où ça se passe, au niveau managérial, c'est très puissant.